Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format commandeur de Magic. Je suis Eronyme et je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Et ben écoutez, aujourd'hui on attaque un épisode qui a été très attendu, mais avant de parler de l'épisode en question, j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord déjà une bonne année 2019, puisque c'est le premier épisode qui est enregistré en 2019. Oui je sais, vous en avez déjà eu un du coup début janvier, mais là... C'était un petit peu long pour monter la vidéo. Justement, quelques annonces à vous faire en plus et qui sont en rapport avec ça par rapport à la vidéo. Bon déjà, je ne sais pas si vous l'entendez très bien en fait, tout simplement, j'ai un nouveau micro, exprès un petit investissement pour que vous m'entendiez mieux, que ce soit d'une meilleure qualité. Ensuite, de l'autre côté, les épisodes, je vais essayer de les couper à un minimum, c'est-à-dire que des fois, je reprenais des phrases que je loupais en faisant des magnifiques lapsus ou en plantant tout simplement, et ben vous allez pouvoir apprécier, parce que ça va me faire gagner énormément de temps en fait au montage. Pour vous dire, c'est quand même quelque chose qui me prend, voilà, je veux dire, les trois quarts de la vidéo quasiment, enfin du travail sur la vidéo sont faits au moment du montage. C'est pour vous dire à quel point je galère. Ensuite, une autre petite news, c'est vis-à-vis de la chaîne, c'est qu'elle va subir une petite refonte visuelle, puisque j'ai fait des commandes pour avoir une nouvelle illustration de chaîne et un nouveau fond. Donc voilà, ça sera original, ça sera pour la tour de commandement, ça sera pas des trucs qui se trouvent sur le net, qui sont libres de droit, etc. Donc voilà les petites news qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on attaque un épisode qui est généralement très attendu, vous le savez, on l'a déjà fait une fois, c'est l'analyse de l'édition L'Allégeance de Ravnica, donc qui va sortir normalement ici, dont les avant-premières sont à la fin de cette semaine, et qui va sortir du coup le 25 janvier, donc la semaine prochaine, le vendredi. Donc voilà, si vous voulez aller aux avant-premières, faites-vous plaisir, écoutez, c'est toujours une bonne chose à apprendre. Et puis après, du coup, vous pourrez mettre la main sur l'édition par la suite. Donc voilà. On va aborder l'édition encore une fois, alors pas toutes les cartes, je vais pas analyser toutes les communes qui sont, on va dire, correctes, mais qui sont pas non plus folles pour le commandeur. On va vraiment se focaliser sur les cartes intéressantes du commandeur, et surtout, on va quand même le dire, autour des rares et des mythiques. Parfois quelques unco et quelques communes qui valent vraiment le détour, mais c'est resté assez limité en fait dans mon analyse. Ensuite, je vais faire en sorte de rattacher un petit peu les cartes à un type de deck, si possible, si c'est pas les choses qui sont très génériques. Si elles se rattachent plutôt à quelque chose, bon, je pense que vous aurez vite compris comment ça fonctionne. Mais voilà, j'essaierai de le dire. Pour cette édition de l'Allégeance de Ravnica, on a 5 guildes, les 5 dernières guildes en fait de la fameuse cité de Ravnica, enfin le plan cité de Ravnica, on va dire, qui sont présentées, avec 5 styles de jeu différents, bien sûr. Donc on a Azorius en blanc-bleu, qui est en fait une guilde de contrôle extrêmement lourde, donc voilà... Les Azorius sont réputés pour avoir justement des sorts de contrôle assez imposants, et donc du coup de ne pas laisser jouer les adversaires comme ils l'entendent. La nouvelle capacité de Azorius dans cette édition, c'est Addenda. Donc c'est un mot-clé en fait qui est assez intéressant. C'est-à-dire que ça se met sur les éphémères essentiellement. Et si jamais vous jouez ce sort durant votre phase principale, en fait vous avez un bonus, généralement un effet supplémentaire ou un remplacement d'effet qui s'applique. Donc ça peut être intéressant sur la plupart des sorts, j'en ai pas listé énormément, mais il y en a quelques-uns qui valent un petit peu le détour. Sachant que, évidemment, je fais une précision comme ça vous le saurez pour absolument tous les addendas de manière générale, c'est mis que c'est pendant votre phase principale que vous devez jouer la carte. C'est-à-dire vous ne devez pas forcément la jouer en rituel, vous pouvez la jouer en réponse à quelque chose qu'un adversaire va faire justement. Et si c'est joué pendant la phase principale, du coup c'est bon, voilà. Ensuite, la deuxième guilde, c'est Orzhov en blanc-noir, qui elle, alors, était basée à la base sur un jeu plutôt sur les points de vie, où on pompait des points de vie aux adversaires, etc. Cette fois-ci, on est parti sur un jeu un petit peu jeton, avec des esprits qui apparaissent, puisqu'on a la capacité, en fait, au-delà qui est apparue. Au-delà, alors c'est généralement les créatures qui l'ont, enfin, ce sont les créatures qui l'ont. On a au-delà 1, 2, 3, et en fait, au-delà veut dire que quand cette créature meurt, vous mettez autant de marqueurs, enfin, pas de marqueurs, de jetons esprits avec le vol, que le chiffre qui suit le au-delà. Donc si c'est au-delà 2, vous mettez 2 esprits. Ça c'est intéressant, voilà, ça fait un petit effet à la mort des créatures en question. Voilà, ça peut être assez sympathique, mais en commandeur, je pense que ça cassera pas des briques non plus. En Rakdos, la guilde noir-rouge. Alors Rakdos, c'est une guilde qui a eu pas mal de choses, pas mal d'idées. On a eu une partie où c'était sur la défausse, mais ça a toujours été quand même une guilde assez agressive.
Donc du coup ils sont restés sur cette logique là qu'il y avait eu dans le précédent bloc Ravnica. C'est vraiment ultra agressif en fait. Et on a du coup une nouvelle mécanique qui correspond tout à fait à cette logique là. C'est le spectacle. Le spectacle en fait c'est un coût alternatif pour les sorts, alors que ce soit des créatures ou des éphémères, des rituels, etc. Qui n'est en fait payable que si jamais vous avez fait perdre des points de... Enfin, si jamais un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Donc, imaginons les différentes situations. Il y a des cartes avec l'émeute qui ont... Pardon, pas avec l'émeute. Avec le spectacle qui coûtent moins cher que leur coût normal. Et il y en a d'autres qui ont un coût alternatif qui est en fait plus intéressant parce qu'il y a des effets supplémentaires quand ça a été lancé avec le spectacle. Voilà, donc on va un peu parler des deux dans cette vidéo, puisqu'il y a certaines des cartes dont on va parler. Ensuite, on a Gruul, rouge-vert dans les couleurs. Et en fait, bah, c'est assez simple, hein, c'est ce qu'on peut attendre d'un rouge-vert, c'est du ramp, on essaie de gagner du mana plus vite possible et on joue des grosses bêtes. Et on tape, voilà. Alors, la capacité en question de la guilde Gruul, cette fois-ci, c'est l'émeute, qui vous permet en fait soit de faire arriver la créature qui a l'émeute avec un marqueur +1/+1, soit avec la célérité. C'est une option qui est assez sympathique, on aime bien encore une fois cette flexibilité. Après on est sur de l'agressif, donc en commandeur, multijoueur bien sûr, c'est un peu moins intéressant. Après je pense que techniquement en 1v1 ça devrait être beaucoup plus jouable et beaucoup plus agréable comme mécanique. Et la dernière guilde c'est les Simic en bleu-vert, qui jouent énormément sur les marqueurs +1/+1, les grosses bêtes mais généralement avec des mots-clés, avec de l'évasion, défense alismanique, le vol, etc. Donc on a ce petit côté vraiment avec les marqueurs +1/+1 qui font que les bêtes deviennent des grosses bêtes. Et on a justement, encore une fois, ces marqueurs +1/+1 avec la capacité adaptation, ou plutôt adaptée comme elle est notée dans l'édition. Donc adapté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En fait, adapté, c'est une capacité que vous allez pouvoir activer en payant un coup de mana, et qui va faire en sorte de mettre autant de marqueurs que de adapté, enfin de chiffres après le adapté. Ce qui fait que du coup, si c'est adapté 3, du coup vous allez mettre 3 marqueurs +1/+1. Mais il y a une condition. C'est qu'il faut que la créature en question n'ait pas déjà des marqueurs +1/+1 sur elle. Si elle en a déjà un, vous ne pouvez pas utiliser la capacité adaptation. Donc voilà. C'est intéressant, ça permet de mettre des marqueurs de base sur les créatures. Après, à voir comment ça va donner, on va en parler au fur et à mesure des cartes de l'édition. Comme la dernière fois, je vais vous proposer en fait quelques commandants qui existent en dehors de ce bloc et qui peuvent très bien intégrer en fait les cartes de l'édition de l'Allégeance de Ravnica. Donc voilà, au cas où vous ne voudriez pas jouer un des commandants de l'édition que vous ne les avez pas, vous pouvez partir d'un commandant que vous possédez déjà ou que je liste ici. En Azorius, blanc-bleu, ça va être très simple. Il y en a un qui sort du lot, c'est le grand arbitre Augustin IV. Contrôle lourd, il est là pour réduire le coût de vos sorts et augmenter celui des adversaires. Donc un grand classique et honnêtement qui vous fera pas aimer de vos amis, ça je tiens à vous prévenir tout de suite. En Orzhov, blanc-noir, on a Aélie, pèlerine éternelle, qui est basé pas mal sur le sacrifice, du gain de points de vie, et ensuite un petit peu de removal, c'est pas mal. Et on a Karlov du Conseil Fantôme, qui est le grand papy de Teza, qu'on a appris dans cette édition d'ailleurs, qui lui, en fait, est plutôt sur les gains de points de vie, et ensuite sur le removal de créatures. Dans la guilde Rakdos Noir-Rouge, tout simplement, on a le démon chef de guilde de l'ancien bloc Ravnica, Rakdos, seigneur des émeutes, qui en fait, lui, va en fait réduire le coût de vos sorts de créatures en fonction du nombre de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Autant vous dire que ça peut être assez efficace, surtout en multijoueur. Donc voilà, c'est une option. Et l'autre que je vais vous proposer, c'est un dieu de Theros, c'est Mogis, dieu du massacre. Alors lui, il est vraiment sur faire chier les adversaires du début à la fin. Et bon, c'est un dieu, donc du coup, indestructible, toujours intéressant d'avoir cette capacité-là qui permet à votre commandant de ne pas souffrir de grand-chose finalement sur la table. En Gruul, on a, en rouge-vert du coup, on a encore une fois un dieu, on a Xenagos, dieu de la débauche, alors que j'aime beaucoup, extrêmement agressif, donne un boost à vos créatures, très bien. Et on a Ruriktar l'insoumis, qui lui vient aussi de Ravnica, c'était le précédent sous-fifre de guilde. Et lui en fait il aime pas du tout les sorts non créatures. Il inflige des blessures aux joueurs qui jouent des sorts non créatures, y compris vous, mais voilà. Le but c'est d'être agressif, donc pas forcément de jouer ce type de sort. En Simic vert-bleu, on a tout simplement deux commandants que je vous ai préparés qui sont de Ravnica et un qui ne l'est pas. Donc on va commencer par celui qui ne l'est pas, c'est Ezuri Griffe du Progrès, donc pas le Ezuri mono vert mais le bleu-vert, qui lui aime en fait quand des petites bêtes arrivent sur le champ de bataille, qui va accumuler des marqueurs d'expérience pour ensuite mettre des marqueurs +1/+1 sur vos bêtes. Donc très intéressant avec les différentes capacités justement qui permettent de mettre des marqueurs.
Donc voilà, on est dans une logique qui correspond tout à fait à Simic. Ensuite, on a Vorel du Claduscoq, qui était le sous-fifre précédent de Simic, qui en fait a une capacité pour doubler le nombre de chaque sorte de marqueur sur l'artefact, la créature ou le terrain ciblé. Autant vous dire que voilà, vous allez aimer quand même pouvoir doubler vos marqueurs. Et la dernière, c'est celle qui était la chef de guilde dans la précédente édition, enfin le précédent bloc. C'est la première oratrice Zegana, qui fait piocher, enfin qui arrive avec des marqueurs +1/+1 en fonction de la plus grosse force chez vous, et ensuite qui vous fait piocher en fonction de sa force. Donc autant vous dire que vous allez piocher beaucoup, c'est un petit peu... c'est une récompense pour avoir fait des grosses bêtes, tout simplement. On va maintenant passer au commandant de l'édition, quand même, c'est ce qui nous intéresse le plus. On va rentrer un petit peu plus dans le détail ici. On a, pour les Azorius, on a uniquement la sous-fifre, puisqu'il y a les Planeswalkers qui se sont imposés comme chef de guilde un petit peu partout, donc il y a 3 guildes qui n'ont pas de chef de guilde créature. Donc Lavinia, Renegade d'Azorius, alors bon du coup, est-ce qu'elle est vraiment sous-fifre vu qu'elle est Renegade? Je ne sais pas. Elle coûte 1 blanc, 1 bleu, c'est une 2/2, et chaque adversaire ne peut pas lancer de sort non créature avec un converti de mana supérieur au nombre de terrains que ce joueur contrôle. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour le lancer, contrecarrez ce sort. Donc du coup, vous contrecarrez les sorts qui coûtent 0, et si jamais un adversaire joue énormément de cailloux par exemple, eh ben vous allez automatiquement l'empêcher de jouer des sorts non créatures qui coûtent plus que son nombre de terrains. Donc même s'il veut utiliser ses cailloux, il peut pas. J'aime beaucoup les capacités de Lavinia, le problème c'est qu'en tant que commandant, elle contrecarre beaucoup ce qui se passe ailleurs, mais surtout des types de jeux. C'est-à-dire des jeux qui veulent jouer sans payer le coût de mana, des types de jeux qui veulent faire en sorte que vous produisez plus de mana que ce que vous devriez en dehors de vos terrains. Et donc du coup en tant que commandant c'est pas forcément top. Je pense qu'elle s'intégrerait plus dans le deck en lui-même, à moins que vous ayez vraiment des adversaires que vous connaissez dans votre groupe de jeu, et que vous savez, oui ils ont tendance à cheater pas mal les coups de mana. Donc bah écoute, voilà, Lavinia pourrait être un commandant intéressant, juste pour les emmerder un petit peu. Mais bon, on n'est pas là pour ça non plus. En Orzhov, vous avez Teza Karlov, du coup, dont on a parlé, qui coûte 4, dont un blanc et un noir, c'est une 2/4, et en fait, si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et les jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Alors la deuxième partie, en fait, elle correspond beaucoup à la capacité au-delà dont on a parlé, elle y fait référence, en fait. Mais la première, c'est en fait un Panharmonicus, mais pour la mort des créatures. Alors là, c'est pareil, c'est que si jamais il y a une créature qui meurt chez un adversaire et que ça déclenche un effet chez vous, en fait, enfin une capacité chez vous, vous allez du coup déclencher cette capacité une deuxième fois. Donc ça vaut si c'est une de vos créatures qui meurt, qui a un effet sur elle, ou si c'est un de vos permanents qui va avoir un effet quand une créature meurt, que ce soit chez vous ou chez les adversaires, etc., etc. Donc je la trouve vraiment très intéressante et je pense qu'un deck autour est tout à fait envisageable et j'ai hâte de voir en fait ce que ça peut donner. Mais franchement, pour le moment, moi je suis plutôt content de cette carte-là, et je suis assez hypé pour faire un deck autour, pour tout vous dire. En Rakdos, bon là on a la sous-fifre et le chef de guilde, on a la sous-fifre Judith, diva du fléau, qui coûte 3, dont un noir et un rouge. C'est une 2/2. Elle dit que les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, pas mal, et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, Judith, diva du fléau, inflige une blessure à n'importe quelle cible. Alors, j'aime bien le côté +1/+0, c'est sympa, ça donne l'agressivité en fait qui correspond tout à fait au Rakdos. Et derrière, on a cette petite capacité vraiment sympa. Alors, elle aurait été géniale si ça avait été créature jeton aussi. Ça avait été toutes les créatures et non pas les non-jetons. Donc c'est dommage. Mais pouvoir infliger une blessure à n'importe quelle cible, ça rend quand même la chose assez intéressante. Plus le fait qu'avec le noir, vous avez moyen d'avoir de la récursion quand même dans vos bêtes. D'avoir des bêtes qui peuvent revenir du cimetière sur le champ de bataille ou dans votre main, où vous puissiez les rejouer, etc. Avec quelques moteurs à sacrifice, ça peut vraiment tourner très facilement. Et sans dire que vous allez d'un seul coup tuer tout le monde sur la table, vous pouvez au moins faire en sorte de vraiment leur faire très mal. Voilà. Donc je pense que ça reste un commandant très agréable pour du Rakdos agressif. Ensuite, du coup, le chef de guilde, c'est Rakdos, le clou du spectacle, qui coûte 6, dont un noir et un rouge, un démon qui a le vol et le piétinement, 6/6, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous jouez à pile ou face pour chaque créature qui n'est pas un démon, un diable ou un diablotin. Vous détruisez chaque créature dont la pièce retombe sur pile. Donc le jeu sur pile ou face, très intéressant avec notamment le pouce de Krark, si vous ne le connaissez pas, il vous permet en fait de lancer 2 pièces et de faire en sorte de ne garder que l'un des résultats, celui qui vous plaît du coup. Vous pouvez partir sur du tribal démon, diable et diablotin, pourquoi pas. Écoutez, hein, ça c'est jamais vu mais ça vaut le coup. De l'autre côté, voilà, j'aime bien le fait de pouvoir contrôler un petit peu plus le lancer de dés, pas le lancer de dés du coup, le lancer de pièces,
avec ce pouce de Krark, et du coup ça peut être un des objectifs dans le deck si vous le montez, puisque vous n'allez pas jouer uniquement des démons, des diables et des diablotins. Je veux dire, les diables et les diablotins, il y en a très peu qui sont réellement intéressants pour le commandeur. Les démons, bien plus, mais malheureusement ils coûtent cher les démons, contrairement aux diables et aux diablotins. Donc vous allez certainement avoir d'autres créatures qui vont traîner, et dont vous ne voudrez pas forcément vous séparer. Voilà. En Grul, on a uniquement la sous-fifre, vu que Domrirad dirige la guilde maintenant, c'est Nikia des traditions, qui coûte 5 dont un rouge et un vert, c'est une 5-5. Vous ne pouvez pas lancer de sort de créature, et à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quel type que ce terrain a produit. Alors, j'aime beaucoup le côté pouvoir augmenter le mana grâce à cette capacité avec les terrains. De l'autre côté, le fait de ne pas pouvoir lancer des sorts de créatures, ça risque de vous bloquer un petit peu. Mais en fait, ce qui me déçoit le plus, parce qu'elle est très bien, Nikia, honnêtement, pour 5, une 5-5 avec ces capacités-là, je trouve ça très sympa. Alors évidemment, vous allez quand même jouer des sorts de rampe et tout ça. Mais en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que je la trouve très générique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lancer de sorts de créatures, d'accord, du coup on est vraiment sur de l'ultra agressif. On rampe encore, mais en fait on a vu tellement de commandants et de cartes qui font des effets similaires, sans forcément avoir le côté vous ne pouvez pas lancer de sort de créature, que du coup, je la trouve un peu fade. Fade, on n'est pas en train de manger des cartes, mais voilà. C'est un peu dans l'idée, c'est vraiment... Je pense qu'elle aurait pu être un peu plus originale, et finalement, en fait, les grules font ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire bourrer, ramper. Voilà. Donc bon, écoutez, ça reste un commandant tout à fait louable, hein, mais après, voilà, c'est pas le seul qui existe dans cette logique-là. En Simic, on a... Alors, on va commencer par la sous-fifre, qui est l'ancienne chef de guilde, c'est Zegana, oratrice utopiste, qui coûte 4, dont un vert et un bleu, c'est une 4-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une autre créature avec un marqueur +1/+1 sur elle, vous piochez une carte. Et elle a adapté 4 pour 6 mana, dont un vert et un bleu, donc elle peut gagner 4 marqueurs +1/+1 si elle n'en a déjà pas un sur elle. Et chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle a le piétinement. Alors, je vous avoue, je peux faire un résumé assez facile de Zegana. Elle a beaucoup de capacités. C'est-à-dire, on a le fait de pouvoir piocher, on a le fait de pouvoir s'adapter, on a le fait de donner le piétinement aux créatures avec les marqueurs. Je trouve que c'est un peu beaucoup et c'est un fourre-tout. Après, à voir si tout simplement ça va pas être un commandant très support. C'est-à-dire que vous allez la faire arriver sur le champ de bataille, vous aurez déjà des bêtes avec les marqueurs +1/+1, et c'est pour leur donner le piétinement en plus. C'est pas mal, parce que c'est vrai que généralement, quand on met des marqueurs sur les bêtes, en vert bleu, on n'a pas forcément le piétinement qui vient automatiquement. Donc, ça peut être tout à fait jouable, et je pense que voilà, ça reste un commandant correct, mais c'est vrai que ça pète un peu moins des culs que sa précédente version. La nouvelle chef de guilde, c'est la première oratrice Vannifar, pour précision qui est un elfe limon et sorcier. Oui, les Simic adorent les petites modifications génétiques. Elle coûte 4, dont un vert et un bleu, c'est une 2-4. Vous pouvez l'engager, sacrifier une autre créature pour chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1, plus le coût converti de mana de la créature sacrifiée. Vous mettez cette carte sur le champ de bataille et vous mélangez ensuite votre bibliothèque. Et vous pouvez faire ça uniquement en rituel. Alors en fait, ça ressemble à la cause de gestation, qui est un artefact Phyrexian, qui faisait pareil, il fallait payer 4 par contre pour l'activer. Donc c'était assez, enfin 4 ou 3 et 2 points de vie, pour ceux qui aiment le mana Phyrexian, voilà. Donc c'est assez intéressant de retrouver cette capacité sur une créature. À voir après s'il y a moyen d'en abuser, de faire en sorte qu'elle se dégage, de dégager Vannifar en fait, de manière à ensuite partir un petit peu sur une combo où on enchaîne le sacrifice, etc. pour aller chercher les plus grosses bêtes de plus en plus. Ça peut être sympa, et le fait d'avoir ça sous la main avec le commandant, ça le rend intéressant vraiment, pour le coup. On va passer aux cartes de l'édition, j'ai sélectionné quelques cartes dans chacune des couleurs, et ensuite après on va parler des cartes multicolores qui sont assez nombreuses, je vous avoue. Donc je vais aller assez vite. On a tout d'abord un enchantement pour commencer en blanc, qui coûte 4 dont un blanc, qui s'appelle la dîme étouffante. A chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2. S'il ne le fait pas, vous créez un jeton d'artefact incolore trésor, qui se sacrifie en fait, s'engage et se sacrifie pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Honnêtement, je l'aime beaucoup, parce que le blanc a du mal à ramper. Bon, quand il n'est pas associé au vert évidemment, mais je veux dire, si vous jouez blanc et n'importe quelle autre couleur que vert dans votre deck, vous pouvez tout à fait rentrer la dîme étouffante, mais je veux dire, ça va être très générique, hein, parce que la pioche, il va y en avoir. Si vous êtes en plus en multijoueur, ce qui est logique, hein, on parle de commandeur, vous allez forcément avoir des adversaires qui piochent et qui ne voudront pas payer, parce que, voilà, hein, écoutez, c'est quand même 2 mana. 2 mana pour vous empêcher de ramper de 1 mana, c'est assez lourd quand même pour les adversaires.
même s'ils commencent à payer au début parce qu'ils ont vraiment pas envie de vous voir aller, partir en avant, ça va les ralentir énormément aussi, et ça va faire en sorte que vous, au bout d'un moment, ils vont forcément lâcher l'affaire et dire bah écoute, vas-y, fais-le ton jeton. Il y en a forcément un qui va lâcher le truc. Donc, intéressant, du ramp, et sinon tu payes, les adversaires payent du mana, donc moi je vous avoue que je suis plutôt pour cette carte. En parlant de dîmes, on a le percepteur de dîmes, une créature qui coûte 2 dont 1 blanc. C'est une 2-1, et pendant votre tour, les sorts que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus à lancer, et les capacités que vos adversaires activent coûtent 1 de plus à activer, à moins que ce soit des capacités de mana évidemment. Et il a l'au-delà 1, donc du coup il fera un jeton esprit blanc-noir avec le vol si jamais il meurt. Alors, moi, il me fait beaucoup penser en fait, dans une moindre mesure, à comment il s'appelait, le grand abolisseur, qui coûte aussi 2 mana blancs, lui il coûte 2 mana blancs, et qui fait en fait que vos adversaires ne peuvent pas activer de capacité ou jouer de sort pendant votre tour, carrément. Là en fait c'est un petit peu, on va dire c'est un supplément. C'est-à-dire, si vous avez le grand abolisseur dans votre deck et que vous jouez un petit peu contrôle en fait, d'une certaine façon, le percepteur de dîmes en plus, c'est juste une alternative, et si jamais le grand abolisseur n'est pas là, vous avez éventuellement le percepteur de dîmes qui va arriver. Donc, moi je le trouve sympa, écoutez. Je le mets dans ma liste parce que justement c'est une alternative à une carte déjà existante. Ensuite on a la formation inébranlable, un éphémère qui coûte 3 dont 1 blanc. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Addenda. Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures, et elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Moi ce que j'aime bien, donc c'est ce que je vous avais dit, vous le jouez dans votre phase principale en réponse à un sort de votre adversaire. Très intéressant, puisque du coup ça donne l'indestructible dans tous les cas, parce qu'il a essayé de la détruire, etc. Et derrière vous mettez en plus les marqueurs, la vigilance, vraiment, pour le coup, je pense qu'elle est viable déjà rien qu'en donnant l'indestructible à toutes les créatures que vous contrôlez en éphémère. Le fait d'avoir cette addenda en plus, ça me rappelle énormément d'autres cartes qui existent, notamment le fameux sauvetage là, que j'ai oublié, qui venait de Révolte Éthérique, qui était en vert, qui donnait la défense talismanique et l'indestructible à tous vos permanents. Autant vous dire que c'était une très bonne carte, et que là, on s'en approche, en blanc du coup cette fois-ci, et je pense que voilà, ça vaut le coup. Ça peut être du coup assez réactif en défendant vos créatures, ou assez agressif si jamais vous voulez vraiment bourrer à fond. Donc pour le coup, je pense que c'est assez flexible pour être intéressant en Commander. Une petite citation de carte, c'est l'héroïne de la première circonscription, la première, pas la 10e, qui coûte 2 dont 1 blanc. C'est une 2-2, et à chaque fois que vous lancez un sort multicolore, créez un jeton 1-1 humain. Donc ça c'est vraiment si jamais vous avez un deck qui est beaucoup axé sur les sorts multicolores. Alors évidemment ça va pas se mettre dans tous les decks blancs, bien sûr. Mais pour le coup, si jamais vous voyez que votre deck part un petit peu là-dessus, avoir en plus un générateur de tokens qui est pas cher, parce que c'est une 2-2 pour 2 déjà, donc c'est plutôt pas mal, et elle a une capacité qui déboîte vraiment. Donc bon, on l'apprécie. Par contre, ma carte préférée pour le blanc pour le moment, en concurrence avec l'enchantement qui est au-dessus, la dîme étouffante, soyons honnêtes, c'est une créature qui s'appelle le rempart mugissant, qui coûte 5 dont 1 blanc, c'est une 4-5 vigilance. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous exilez n'importe quel nombre d'autres créatures non jetons qu'on veut contrôler jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Et il gagne +2/+2 pour chaque carte qu'il a exilée. Bon alors le +2/+2 c'est sympa, écoutez, c'est voilà, on monte sur son dos, il devient plus fort et tout, on peut bourrer. Bon, c'est sympa, c'est cool, mais c'est très flavor en fait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le fait qu'il exile des créatures, n'importe quel nombre de créatures de votre choix que vous contrôlez. Ça peut donner lieu à des combos, mais juste stupides, je sens. Je n'ai pas d'idée là sous la main à vous donner, mais on a parlé du deck Animatu dans la dernière vidéo, Aminatu, j'ai y arrivé, dans la dernière vidéo, qui s'inquiète beaucoup des effets d'arrivée en jeu. Et déjà rien que là, avec Aminatu, il y a moyen de faire des synergies, de faire tout simplement en sorte que Aminatu fasse blinker du coup le rempart mugissant, qui va du coup faire revenir sur le champ de bataille les créatures qu'il avait exilées, qui vont redéclencher les effets d'arrivée en jeu, et du coup vous pouvez les réexiler derrière, etc. etc. Donc je l'aime beaucoup, et je pense qu'il y a moyen de faire des grosses synergies, peut-être des combos aussi. Alors pour le coup, je vous avoue que j'attends de voir ce que vous pourrez avoir comme idée là-dessus. Passons au bleu maintenant. Alors le bleu, j'ai pas mis trop de cartes, vous inquiétez pas. J'ai mis tout d'abord une créature, le biomancien Benti, qui coûte 1 bleu. C'est une créature 1-1, tout simplement pour 1, donc c'est cool. Avec adapté 1 pour 2 mana dont 1 bleu, donc ça va, c'est pas trop cher. Et à chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur le biomancien Bentic, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Donc c'est un looter. Looter étant le fait de piocher puis défausser, ou l'inverse aussi fonctionne bien, défausser puis piocher une carte. Enfin bon, on préfère la première possibilité.
Mais honnêtement, je vous avoue que ce biomancien mantique, il me fait de l'œil. Alors certes, la capacité adaptée 1, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois, puisqu'après il a un marqueur plus 1, vous ne pouvez plus la réactiver. Mais si vous avez moyen en fait de proliférer, de remettre des marqueurs plus 1, logiquement dans le deck dans lequel vous allez l'intégrer, ce sera le cas, eh bien vous êtes totalement bon en fait. Vous êtes parti dans la bonne direction, vous avez moyen de looter quasiment à chaque tour, ne serait-ce que voilà, en le jouant dans Atraxa par exemple, qui prolifère à la fin de chacune de vos étapes de fin. Donc je vous avoue que faire du loot, c'est quand même de la value en plus, c'est le fait de pouvoir creuser un peu dans son deck. Donc le biomancien Bentic, lui, va dans cette direction-là. Donc, merci biomancien Bentic, on pensera à toi du coup pour nos decks autour des marqueurs plus 1 plus 1. Le prochain qui marche aussi avec les créatures qui ont des marqueurs plus 1 plus 1, c'est l'espionne Manta, qui coûte 4 dont 1 bleu, c'est une 2-3, elle a adapté 2 pour 6 mana dont 1 bleu, c'est extrêmement cher. Mais chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur plus 1 sur elle a le vol. Et ça, c'est une capacité qu'on a envie d'avoir. On avait la fauconnière Abzan, si je ne me trompe pas, qui existait dans le Khans of Tarkir, qui faisait pareil, qui donnait en blanc, du coup, à toutes vos créatures qui avaient un marqueur plus 1, le vol. Là, on est en bleu. Alors, si on veut faire un bleu-vert, du coup, avec des marqueurs, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, pour le coup, l'espionne Manta, j'aime beaucoup. Autre carte bleue qui a eu pas mal de hype apparemment sur le net quand elle a été dévoilée, c'est le Sphinx des prévisions. Un Sphinx qui coûte 4 dont 2 bleus, c'est une 4-4 avec le vol. Et en fait, vous pouvez le révéler depuis votre main si vous l'avez dans votre main de départ. Si vous faites ainsi, vous avez regard 3 au début de votre premier entretien. Alors ça c'est génial, voilà, moi j'aime bien trier le dessus de ma bibliothèque. Et en plus, il dit qu'au début de votre entretien, regard 1. Alors, moi je l'aime bien, je dis pas que c'est une carte extrêmement pétée, mais c'est juste le fait d'avoir un regard 1 au début de chacun de vos entretiens, moi je le trouve cool. Parce qu'on a une autre carte qui fait pareil, qui est en vert, qui est un artefact qui s'appelle... ah mince. C'est un codex, j'ai oublié, il est aussi dans le bloc Kaladesh, décidément, qui faisait en fait au début de votre entretien, regard 1, et si jamais vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer un vert pour piocher une carte. Donc c'était pas mal, c'était vraiment sympa. Et du coup, le fait d'avoir ce Sphinx qui fait pareil, et qui a ce petit bonus d'être une 4-4 vol quand même, bon c'est sûr, le removal sur les créatures est plus important que sur les artefacts, mais ce petit regard 3 possible, ça peut être sympa, voilà. Il y en a qui jouent des lignes lait dans leur deck Commander. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas jouer un Sphinx des prévisions du coup. Un enchantement du coup, maintenant c'est le cercle de vérité qui coûte 3 dont 1 bleu. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, vous pouvez piocher une carte. Et vous avez une petite capacité bonus, pour 5 dont 1 bleu, engager la créature sans le vol ciblé. Alors je vous avoue que je suis très content parce que c'est une carte qui est vraiment sympa, qui va contrecarrer un petit peu les decks sur lesquels il y a beaucoup de capacités activées, que ce soit celle du commandant ou dans le deck en général. Et le fait est que vous avez quand même une capacité pour engager une créature, bon certes sans le vol, mais bon, toujours sympa si jamais vous avez des grosses bêtes en face, et ça vous fera piocher derrière. Donc moi je l'aime bien, c'est une carte un petit peu qui fait tout, elle gère tout toute seule. Voilà, tant que vous avez du mana, elle fera ce que... Enfin elle vous donnera l'occasion de piocher. Et d'engager une créature. La dernière carte, c'est une commune. Alors elle, je l'ai mise dans la liste parce qu'elle m'intrigue plus qu'autre chose. C'est les pétitionnaires tenaces, qui est une créature qui coûte 2 dont 1 bleu, c'est une 1-3. Vous pouvez payer 1 de n'importe quelle couleur et l'engager. Le joueur ciblé met la carte dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ok, ouais, bon, d'accord. Engagez 4 conseillers dégagés que vous contrôlez. Le joueur ciblé met les 12 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ok. Et un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées pétitionnaires tenaces. Donc là, c'est valable également en commandeur, malgré la règle de n'avoir qu'un seul exemplaire de chaque carte. Donc, les pétitionnaires tenaces, pourquoi pas un deck conseillé autour, avec une petite douzaine d'exemplaires de celui-là, et puis des conseillers qui valent vraiment le coup à côté, qui contrôlent un maximum. Vous pouvez vous dire, mais c'est de la meule. Merlim, t'as fumé la moquette? Oui. Enfin non, j'ai pas fumé la moquette, j'ai pas de moquette chez moi. Mais disons que le côté meule, étant donné que c'est 12 par 12, ça va vraiment être très très lourd pour les adversaires. C'est plus d'un dixième de leur deck qui dégage. Alors bon, c'est certes seulement un joueur ciblé, et pas tous, mais ça reste quand même malgré tout assez intéressant, et pourquoi pas un petit deck autour, hein, voilà, on y est. Hein. On passe aux cartes noires avec une petite créature fort sympathique que j'appelle la carcasse des égouts, qui s'appelle...
qui coûte 1 noir et qui est une 2-1, c'est un squelette et guerrier, vous voyez déjà où ça va venir. C'est une créature qui arrive engagée sur le champ de bataille, et vous pouvez payer 2 dont 1 noir, et le renvoyer depuis votre cimetière dans votre main, si vous avez fait perdre des points de vie, enfin si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, et uniquement pendant votre tour bien sûr. Donc moi j'aime bien ce petit côté récursif encore, qui me rappelle beaucoup certains squelettes qui reviennent aussi du cimetière. Et donc là on a un petit peu dans la même logique où, certes il y a une condition, mais disons que c'est un autre squelette alternatif qui peut aussi revenir du cimetière dans votre main et ensuite être remis sur le champ de bataille pour être sacrifié, etc. Alors une carte qui a fait pas mal parler d'elle aussi, c'est l'esprit pestiféré, une créature qui coûte 3 dont 1 noir, une 3-2, menace contact mortel, et les sorts d'éphémères et rituels que vous contrôlez ont le contact mortel. Alors je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Malheureusement, tous les sorts qui infligent une blessure à toutes les créatures, malheureusement ça tuerait aussi les vôtres, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, je pense qu'un deck autour, alors pas autour, puisque ce n'est pas un commandant non plus, mais avec cette logique-là, beaucoup d'éphémères et de rituels qui peuvent infliger pas mal de blessures à plusieurs créatures, enfin au moins une blessure à plusieurs créatures, ça peut vraiment être intéressant, et je pense qu'il peut avoir sa place dans ce type de deck. Alors après, évidemment, avec du noir, donc là il va falloir trouver peut-être un noir-rouge basé là-dessus. Ensuite, on a une créature légendaire. Alors cette créature légendaire là, elle est un peu spéciale, c'est en fait tout simplement la Buy a Box de l'édition Légende de Ravnica, donc vous ne l'aurez que si jamais vous avez acheté une boîte complète à votre magasin local. C'est le Hanteur de haute tour, une créature légendaire vampire qui coûte 6 dont 2 noirs, c'est une 3-3, vol, lien de vie. Quand il attaque, le joueur défenseur se défausse d'une carte, et à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, mettez un marqueur +1/+1 sur le Hanteur de haute tour. Alors, je vous avoue que je le vois pas comme commandant. Il est sympa parce qu'il se base vraiment sur le fait que, tout simplement, les créatures, enfin pas les créatures, les cartes vont partir de n'importe où. C'est-à-dire ça peut être de la meule, tout simplement, que ça part de la bibliothèque jusqu'au cimetière, ça peut être de la défausse, et du coup ça le rend extrêmement flexible. Je pense que c'est une créature qui peut très bien s'intégrer dans, on va dire, dans quasiment tous les decks défausses qui jouent en noir. Bon, évidemment les jeux défausses vont forcément jouer noir, sinon il y a un problème. Et après, derrière, les decks meule, donc du coup, bleu-noir, pourquoi pas. Donc je vous avoue que cette carte-là, elle s'intègre plutôt bien dans les 99 cartes, mais toute seule, voilà, j'ai comme qui dirait un doute, à moins que vous fassiez un mono noir défausse, mais bon, là, il vous faudra beaucoup de cartes, pour le coup, et je suis pas encore persuadé que ça soit réellement jouable. Une autre créature qui m'a vraiment tapé dans l'œil, parce qu'elle a un petit côté un petit peu multifonction, c'est la prêtresse des dieux oubliés. Oui, des dieux oubliés, ça rappelle quelques Eldrazi, ça. Qui coûte 2 dont 1 noir. C'est une 1-2, vous l'engagez, vous sacrifiez 2 autres créatures, n'importe quel nombre de joueurs ciblés perdent chacun 2 points de vie et sacrifient une créature, vous ajoutez 2 mana noirs et vous piochez une carte. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté un peu multifonction. En plus, c'est basé aussi sur du sacrifice, donc là, plutôt dans les decks sacrifice, ça sera intéressant, puisque vous sacrifiez 2 autres créatures. Le but, ça va être de sacrifier des créatures qui ont éventuellement des effets quand elles meurent, ou de faire en sorte que ça déclenche des effets sur le champ de bataille. Donc, autant dire que ça peut être sympa. Ensuite, le fait est que vous faites perdre des points de vie à tous les adversaires. Enfin, pardon, pas tous les adversaires. Les joueurs ciblés. C'est-à-dire que vous pouvez vous cibler vous-même. Bon, c'est pas très utile. Et vous leur faites sacrifier en plus une créature. Pour le coup, j'aime beaucoup le sacrifice de manière générale. Enfin, obliger quelqu'un à sacrifier une créature, j'aime beaucoup. De l'autre côté, faire perdre des points de vie à chaque adversaire, c'est quand même, si vous êtes sur une table de 4, vous avez fait perdre 6 points de vie à vos adversaires, c'est pas mal non plus. Vous pouvez aussi jouer sur la politique, vous n'êtes pas obligé de choisir tous les joueurs. Vous dites, alors toi t'as qu'une petite bête là, la con, je vais quand même te la laisser, voilà, je suis sympa, écoute, hein, tu me le rendras bien plus tard. Le fait en plus de rajouter derrière du mana et de piocher une carte, enfin, moi je trouve ça très intéressant, et ne serait-ce que voilà, vous en engagé une créature, vous avez sacrifié 2 autres, le retour en fait il est bon, honnêtement, voilà, il est bon. Après vraiment c'est du multifonction, il y a vraiment tout dedans, je pense qu'on n'aurait pas pu rajouter grand chose, à moins le joueur ciblé exile une carte de son cimetière en plus, t'es là, bon peut-être pas non plus, mais c'est une idée qui me semble plutôt pas mal, cette prêtresse des dieux oubliés. La dernière carte noire, c'est une créature, la vampire, oui, la vampire vindicative. C'est une vampire, écoute. Hein. Elle coûte 4, dont un noir, c'est une 2-3, et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, la vampire vindicative inflige une blessure à chaque adversaire, vous gagnez 1 point de vie. Ça me rappelle énormément, en fait, toutes les créatures qui ont des effets comme ça, où quand une créature meurt, sous votre contrôle ou de manière générale, ça déclenche un pompage de points de vie. Et ben écoutez, là on a encore une carte de plus qui fait pareil. On avait le noble Falkenrat qui faisait pareil aussi, qui était une carte qui inflige des blessures dès qu'une créature mourait.
Et là, ben, du coup, cette vampire, c'est encore une carte, une alternative à ce type de carte-là. Passons maintenant au rouge. Alors, on va commencer une carte compliquée à prononcer, mais je pense que ça s'appelle le Flamplificateur, qui est une créature élémentale qui coûte 4, dont 2 rouges, c'est une 1-1. Et au début de votre entretien, vous allez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler une carte de créature. Et jusqu'à votre prochain tour, la force de base et l'endurance de base deviennent le double de la créature révélée, de celle de la créature révélée. Donc c'est-à-dire vous avez révélé une 10-10, bah, votre flamplificateur devient une 20-20 jusqu'à votre prochain tour. Et ensuite vous mettez les cartes révélées en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un petit peu du random, c'est joué avec des grosses bêtes aussi, donc c'est tout à fait jouable dans certaines logiques. Après évidemment il n'a pas d'évasion, c'est-à-dire il n'a pas de vol, il n'a pas de piécinement, mais on peut y remédier hein, en commandeur quand même. Donc je pense que ce flamplificateur, il pourrait avoir sa place, ne serait-ce comme carte un petit peu trollolol. Voilà, je révèle mes créatures. Ensuite, une carte que je considère certainement comme la meilleure de l'édition, enfin au moins en rouge déjà, elle l'est, c'est sûr. C'est l'électrodominance, un éphémère qui coûte X et 2 rouges, qui inflige X blessures à n'importe quelle cible, et vous pouvez lancer une carte avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X depuis votre main sans payer son coût de mana. Je vous avoue que je suis très content de voir cette carte parce que on avait les différentes expertises dans l'édition Kaladesh, enfin pardon, pas l'édition Kaladesh, l'édition Révolte Éthérique, qui fonctionnait pareil, vous lanciez un sort qui coûtait 5, bah, boum, vous avez une expertise qui coûtait 5, vous pouvez lancer un sort derrière qui coûtait 4 ou moins, gratuitement. Là c'est pas mal parce que du coup c'est un sort à X, et il y a peut-être un commandant qui sera extrêmement content de savoir que ce sort coûte X. C'est tout simplement Mizzix. Mizzix qui joue avec les marqueurs pas les marqueurs plus simples, les marqueurs expérience, et qui réduit le coût de vos éphémères et rituels en fonction du nombre de marqueurs expérience que vous avez. Donc, elle sera assez contente vis-à-vis de ça. J'aime beaucoup, c'est un éphémère, ça cible n'importe quelle cible. Vous lancez une carte gratuitement derrière, sans avoir à payer son coût de mana en éphémère. Autant vous dire que je le trouve vraiment très très intéressant. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans les différents decks. Mais déjà vous avez une petite idée. Mizzix. Voilà, vous avez compris l'idée. La carte suivante, c'est le chaman d'immolation, une petite créature fort sympathique qui coûte 2 dont 1 rouge. C'est une 1-3. Et à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un terrain qui n'est pas une capacité de mana, le chaman d'immolation inflige une blessure à ce joueur. Et en plus une capacité pour 5 dont 2 rouges. Il y a une +3/+3 d'amenage jusqu'à la fin du tour. Bon, la dernière capacité, on s'en fout un petit peu honnêtement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement le fait d'avoir cette petite punition, quoi. Quelqu'un qui joue trop de capacités activées, eh bien, puni par le chaman d'immolation. Ça me rappelle beaucoup le mentor exigeant de Amonkhet, qui fonctionnait pareil, mais lui, il infligeait 2 blessures. Donc là, c'est un petit peu un second mentor exigeant. Et il y en a encore d'autres qui existent, évidemment. Mais voilà, moi je l'aime bien pour ça. Notre premier sort avec le spectacle, c'est éclairer la piste, qui coûte 3 dont 1 rouge, avec un coût de spectacle, un rituel qui a un coût de spectacle de 1 rouge. Vous exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Donc là c'est jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc évidemment je vous conseille pas de lancer ce sort au tour 3, alors que ce soit pour son coup de spectacle ou son coup normal bien sûr. Mais le fait est que derrière, pouvoir jouer les sorts gratuitement, enfin en gros c'est une pioche à 2, c'est juste ah bah tiens c'est un terrain, je peux pas la jouer, c'est pas grave, on s'en fiche. Pardon, excusez-moi, si, vous pouvez jouer ces cartes, donc du coup vous pouvez jouer les terrains aussi. Si ça avait été, vous pouvez lancer ces sorts, là on parle bien de cartes. Donc du coup, les terrains tout à fait possibles, en fait vous piochez 2 quoi. Vous piochez littéralement 2, vous avez juste jusqu'à la fin de votre prochain tour pour les lancer. Sinon fini, voilà. Mais moi je l'aime beaucoup du coup. C'est une petite unco qui vaut le coup d'œil. Derrière, on a un enchantement qui est rouge, donc vous vous doutez bien de ce qui peut arriver en rouge, c'est la marche miroir. Un enchantement pour 6 dont 1 rouge, à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous jouez à pile ou face jusqu'à ce que vous perdiez. Et pour chaque fois que vous gagnez à pile ou face, créez un jeton qui est une copie de cette créature, les jetons acquièrent la célérité, et vous exilez tous ces jetons au début de la prochaine étape de fin. Alors là, c'est vraiment un petit peu, c'est du random, et évidemment on joue encore une fois avec lancer de pièces, donc je vous conseille bien sûr d'acquérir un pouce de Krark, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le concept, ce petit côté, encore une fois, pile ou face.
Et je vous avoue que ça peut valoir le coup de le jouer si vous pouvez contrôler un maximum ce lancer de pièces. Une autre carte avec le spectacle, c'est le fêtard de Rix Madi, une créature 2-2 qui a un coût de spectacle de 4, dont un noir et un rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous vous défaussez une carte, puis vous piochez une carte. Et si vous avez payé le coup de spectacle, vous défaussez de votre main à la place et vous piochez 3 cartes. Donc évidemment, le coup de spectacle étant à utiliser quand vous n'avez pas beaucoup de cartes en main. Mais c'est toujours sympa d'avoir un moyen de piocher en fait en rouge, enfin en noir-rouge du coup, puisqu'il a son coup de spectacle qui fait que il est noir-rouge. Au niveau de l'identité colorée, bien sûr, je parle. Donc, voilà, c'est très bien d'avoir de la pioche dans ces couleurs-là, ce qui est quand même quelque chose d'assez limité finalement dans le noir et le rouge. Un dernier enchantement pour le rouge, c'est la cavalcade de la calamité, qui coûte 2, dont un rouge. Et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 1 que vous contrôlez attaque, la cavalcade de la calamité inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Et là, je suis très content parce que c'est une pure logique Rakdos, c'est-à-dire ultra agressif, avec des petites bêtes qui arrivent très vite sur le champ de bataille. Boum, on est parti. Mais derrière, il y a aussi autre chose, c'est que ça s'intègre aussi dans d'autres mécaniques. Si vous voulez faire un deck gobelin, la cavalcade de la calamité me semble très bien, parce que les gobelins sont généralement 1-1, bien sûr. Donc du coup, le fait d'attaquer avec les gobelins et d'infliger en plus des blessures du coup aux joueurs ou aux planeswalkers attaqués, ça me semble très intéressant. Passons maintenant au vert. Alors avec une première créature, les avant-coureurs du grand terrassement, un sanglier qui coûte 8, donc 3 verts, oui. C'est une 7-7, vigilance, piétinement, célérité, et quand il arrive sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2, acquièrent la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Alors, vous connaissez certainement le Craterhoof Behemoth, que j'ai complètement oublié le nom en français, ça je suis désolé. Behemoth du cratère. Craterhoof. Enfin bref. Qui lui en fait donne plus X c'est le piétinement à toutes vos créatures, extend le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc lui il est très intéressant, mais l'avant-coureur, en fait ça me semble être une alternative plutôt sympa au Craterhoof Behemoth si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, bah, évidemment vous pouvez mettre les deux dans le même deck, hein. Écoutez, au moins vous avez deux moyens de faire en sorte de donner un gros boost à vos créatures pour aller bourrer. Et de l'autre côté, bah voilà, c'est un bon remplacement si jamais vous ne l'avez pas. Donc franchement, moi je trouve que ce petit sanglier là, enfin ce gros sanglier, qui a l'air bien vénère d'ailleurs, ça reste quand même une bonne alternative pour le commandeur, sans se ruiner. Encore une fois un enchantement, il y a beaucoup d'enchantements dans cette liste, je vous avoue. C'est un enchantement qui est, on va dire, designé pour le commandeur presque. C'est le projet gardien qui coûte 4 dont un vert, et à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si elle n'a pas le même nom qu'une autre créature que vous contrôlez ou qu'une créature que vous avez dans le cimetière, piochez une carte. Et là, je vous avoue que tous les decks verts en fait qui ne jouent pas des decks jetons devraient jouer le projet gardien, puisque c'est de la pioche systématique à chaque fois que vous jouez une créature. Donc, alors en plus, c'est à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, c'est pas à chaque fois que vous lancez un sort de créature. Du coup, ce qui fait une énorme différence, puisque si jamais vous arrivez à cheater des arrivées en jeu de créatures, voilà, type... mince, ça y est, j'ai oublié. Enfin bon, mais du type des tutos qui vont aller chercher directement dans la bibliothèque et mettre sur le champ de bataille, du style Tooth and Nail, dents et ongles, oui. Vous avez tout à fait moyen, du coup, de piocher à chaque fois pour les cartes que vous êtes allé chercher, et que vous avez mis sur le champ de bataille. Donc, écoutez, très sympa ce projet gardien, et honnêtement, je le jouerai dans pas mal de decks verts, je pense. Ensuite, on a un petit éphémère qui mérite qu'on s'attarde sur lui, c'est la sauvagerie des clans, qui coûte 4 dont un vert. Il détruit tous les artefacts et tous les enchantements, et pour chaque permanent détruit de cette manière, son contrôleur crée un jeton 3/3 vert centaure. Alors, je pense que on va temporiser un petit peu là-dessus pour vous expliquer 2 petites secondes la connerie à ne pas faire. C'est-à-dire, jouer contre un deck artefact ou un deck enchantement, et jouer cette carte-là. Disons que si jamais vous avez votre adversaire qui a 10, 13, enfin 10, 15 artefacts, vous n'allez pas forcément avoir envie d'avoir 15 3/3 qui arrivent sur votre gueule. Et c'est juste pour casser des cailloux en plus, c'est pas très intéressant. Je pense qu'en fait c'est vraiment une carte qui s'intègre plus dans les parties dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'enchantements ou d'artefacts, mais que ce sont des artefacts et des enchantements qui comptent réellement. Donc, à utiliser avec modération. Une autre créature verte, c'est le vigile dressé par les trolls, un petit troll grenouille et guerrier, qui coûte 5 dont un vert, c'est une 5/5 avec adapté 2 pour 3 dont un vert, et chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle a le piétinement.
Donc une bonne alternative si vous ne jouez pas Simic et que vous ne voulez pas jouer Zegana, donc le commandant dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, si jamais vous voulez jouer par exemple un deck blanc-noir-vert, Abzan, avec des marqueurs +1/+1, vous pouvez utiliser le vigile dressé par les trolls pour donner le piétinement à vos créatures. Donc voilà, pourquoi pas, allons-y, gaiement. Un autre enchantement, oui encore, je vous avoue c'est le dernier du vert, là, c'est bon. Le reboisement des régions reculées, qui coûte 4 dont 1 vert, et au début de votre étape de fin, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Donc alors, ça n'est pas une muse née des graines qui, elle, dégage tous vos permanents durant chaque étape de dégagement des autres joueurs, mais ça reste quand même intéressant d'avoir une phase de dégagement supplémentaire de la part au moins de vos terrains. Donc là, je vous conseillerais plutôt de l'utiliser dans les decks où vous êtes plutôt réactif que proactif, donc vous ne jouez pas uniquement pendant votre tour, mais vous pouvez jouer aussi pendant celui des adversaires. Donc voilà, moi je vous avoue que ça peut être intéressant en fait d'utiliser cette carte-là, au moins pour remplacer Musée des Graines ou pour l'assister quand vous ne l'avez pas sur le champ de bataille. Ensuite, on va parler d'un petit limon. Le limon biosynthétique qui coûte 5 dont 2 verts, c'est une mythique 2-2, un limon évidemment, qui arrive sur le champ de bataille avec une autre 2-2 limon en tant que jeton. Au début de votre étape de fin, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque limon que vous contrôlez, et pour 4 dont 3 verts, vous pouvez créer un jeton de créature 2-2 vert limon. Alors, je vous avoue que j'aimerais beaucoup voir un petit deck limon autour, pas autour, mais avec celui-ci dedans, parce que c'est une sorte de lord de limon, même s'il ne donne pas juste +1/+1 à tous les autres limons, mais voilà, qui leur donne des marqueurs. Donc moi j'aime beaucoup, c'est quand même aussi dans la logique des marqueurs +1/+1 du deck Simic, et vu qu'il y a quand même quelques limons qui existent en vert bleu, je vous avoue que c'est tout à fait envisageable de faire un deck avec celle-ci qui s'intègre très bien dans un deck limon. Une dernière carte qui elle aussi vient des Simic, c'est la druidesse d'incubation, un elfe qui coûte 2 dont 1 vert, c'est une 0-2 qui ajoute un mana de n'importe quelle couleur de n'importe quel type qu'un terrain que vous contrôlez pourrait produire. Et si elle a 3 marqueurs si elle a un marqueur +1/+1 sur elle, vous ajoutez 3 mana de ce type à la place. Et elle a en plus une capacité d'adaptation, adapté 3 pour 5, dont 2 verts. Pour le coup, en fait, cette petite transformation en sage de Somberwald, voilà, ça doit être ça, qui fait aussi 3 mana, mais uniquement pour les sorts de créatures, je vous avoue que c'est fort sympathique, et ça ne nécessite qu'un marqueur +1/+1, ce qui n'est pas non plus extrêmement difficile à avoir dans le jeu. Donc, la druidesse d'incubation, pourquoi pas. Passons maintenant aux cartes multicolores, on en a gardé quand même quelques-unes, hein, vous inquiétez pas. Les affres pour commencer, un éphémère qui a fait pas mal parler de lui, qui coûte 2 noirs et 1 rouge, qui détruit un artefact, une créature ou un planeswalker. Donc, je vous avoue, de l'anti-planeswalker ça existe très peu quand même de manière générale dans Magic, direct, hein, je veux dire, infliger des blessures ça c'est faisable, mais là le fait de détruire directement un planeswalker pour 3 mana en éphémère, c'est vraiment sympa. Il y avait déjà une autre carte de Rakdos dont j'ai oublié, c'est la Vrille d'Effroi il me semble. Vrille d'Effroi, oula, je suis pas sûr. Qui coûte 1 noir et 1 rouge, c'est un rituel qui détruit une créature ou un planeswalker. Là on a pour 1 noir supplémentaire, c'est un éphémère, ça détruit également un artefact si possible. Donc, les affres, moi ça m'intéresse beaucoup comme carte, vraiment beaucoup. Ensuite, une autre carte de Simic, c'est le familier du biome ancien qui coûte 1 vert et 1 bleu, c'est une créature 2-2. Et en fait, qui réduit le coût des capacités activées des créatures que vous contrôlez de 2. Alors, 2 génériques, donc ça n'enlève pas les manas colorés, et ça ne réduit pas en dessous de 1 mana à payer. Voilà, parce que vous n'allez pas payer 0 pour vos capacités, hein. Attention, calmez-vous. Et ensuite, vous avez une petite capacité supplémentaire, vous pouvez l'engager pour que la prochaine fois qu'une créature s'adapte ce tour-ci, que la créature ciblée s'adapte sur tour-ci, elle s'adapte comme si elle n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, donc ça passe outre la condition de l'adaptation. Mais je vous avoue que moi je l'ai retenu uniquement pour la première capacité. Parce que l'adaptation ça reste quelque chose de très ancré dans cette édition là et pas ailleurs. Le fait de diminuer les coûts des capacités c'est quelque chose qui existe très peu. Et je vous avoue que dans un deck Simic généralement on a quand même quelques capacités activées qui traînent par-ci par-là. Donc voilà, encore une fois, une bonne carte qui nous permettra de réduire ses coûts. Parlons rapidement des 3 Planeswalkers de l'édition. Donc on en a un pour les Gruul, un pour les Azorius et un pour les Orzhov. On va commencer avec Domri, porteur de chaos, donc il coûte 4, dont un rouge et un vert, avec 5 marqueurs de côté, c'est pas mal. Le +1, qui ajoute un rouge ou un vert. Si ce mana est dépensé pour un sort de créature, cette créature acquiert l'émeute. Alors, petite précision sur l'émeute, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement donner la célérité, et du coup activer les capacités de vos créatures directement quand elles sont arrivées sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt cool, voilà.
Le -3, regardez sur les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, moi ça me fait beaucoup penser à Lead the Stampede, qui était au devant de la ruée, je crois en français, qui coûtait 3, dont un vert, etc. C'était un éphémère qui permet, non, un rituel, pardon, qui permettait de regarder les 5 cartes dessus de la bibliothèque, de révéler autant de créatures et de les mettre dans la main. C'était vraiment intéressant, et pour le coup là, on tombe un peu sur une même logique. Et aussi, bah, du coup, derrière, Domri, en fait, va fouiner la bibliothèque pour aller chercher des bêtes, tout simplement. Pour, en gros, piocher, entre guillemets, mettez des grosses guillemets, hein, mais voilà, mettre des cartes dans votre main, depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc, écoutez, moi je le trouve très cool pour le coup. Et le -8, vous gagnez un emblème avec, au début de chaque étape de fin, créer un jeton de créature 4/4 rouge et verte, bête avec le pétillement. Alors là, on a un petit peu moins... Voilà. Disons que je pense que sur un format en 1v1, c'est un peu moins intéressant. En commandeur, ça peut être cool, voilà, parce que bon, vous avez fait un tour de table à 4, vous avez techniquement 4 jetons qui sont arrivés. C'est vraiment cool pour le coup, mais c'est pas non plus quelque chose qui tue. Voilà, c'est pas un ulti qui va faire vraiment, ça va juste emmerder les adversaires au fur et à mesure. Mais bon, voilà, à moins vraiment qu'ils ne fassent rien contre vos bêtes, bah voilà, normalement ça devrait juste les emmerder un petit moment, et puis c'est tout. Ensuite on a Dovin en Azorius, grand arbitre, qui coûte 3 dont un blanc et un bleu, il arrive avec 3 marqueurs loyauté, donc c'est plutôt pas mal, 3 pour 3. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Dovin, grand arbitre, c'est son +1. Et je vous avoue que ça me hype totalement pour faire un deck blanc-bleu ultra agressif. Ce qui n'est pas la logique des Azorius, normalement, mais on est vraiment sur un Planeswalker qui nous dit « allez-y, bourrez-les ». Alors, un blanc-bleu vol, du coup, ça me semble plutôt classique et plutôt pas trop prise de tête. Donc c'est dommage même qu'il ne puisse pas être joué comme commandant, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment débile. Le -1, lui, permet justement de créer une créature avec le vol, puisqu'il crée un mécanoptère 1-1 avec le vol, et vous fait gagner en plus un petit point de vie, donc c'est plutôt cool. Ça permet de le défendre aussi. Et le -7, regardez les 10 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez 3 d'entre elles dans votre main, et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, je vous avoue que bah, c'est un petit peu une fouille temporelle, ce -7 de Dovin, qui elle permettait de regarder 7 cartes, de reprendre 2. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'avec la première capacité de Dovin qui peut vraiment faire très mal, je veux dire, Dovin arrive, il fait un +1, il arrive à 4, vous avez 3-4 créatures qui arrivent à infliger les blessures de combat à des adversaires, d'autant plus en commandeur, vous avez plus de possibilités d'attaquer un adversaire un peu sans défense. Bah voilà, l'ulti pourra le faire le tour d'après. Autant vous dire qu'il fallait forcément que ce soit quelque chose d'un petit peu moins puissant qu'un ulti classique. Donc, moi je le trouve assez équilibré, plutôt intéressant, plutôt cool. Et écoutez, ben, vous avez entendu ce que j'ai dit, hein, un blanc-bleu vol, plutôt classique, avec de l'évasion, et puis hop, on est parti. Hein. Ensuite, on a pour les Orzhov, Kaya, usurpatrice d'Orzhov, qui coûte 3 dont un blanc et un noir, qui avec 3 marqueurs de loyauté, +1 exilé jusqu'à 2 cartes d'un cimetière unique. Vous gagnez 2 points de vie si au moins une carte de créature est exilée de cette manière. -1, exilé un permanent de mon terrain, ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. -5, elle inflige au joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre de cartes que ce joueur possède en exil, et vous gagnez autant de points de vie. Alors je vais être franc, direct, je n'aime pas Kaya. Pourquoi? Parce que exiler des cartes des cimetières, ok c'est sympa quand t'as un deck en face qui joue pas mal sur la récursion. Après il y a une condition quand même pour qu'il y ait des points de vie, regagner des points de vie, ok. Le -1 je le trouve quasiment inutile, même s'il y a des cartes qui sont jouées en commandeur qui coûtent 0 ou 1. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de baisser la loyauté d'un Planeswalker pour se débarrasser d'une carte pareille? Je veux dire, la plupart ça va être des cailloux qui sont un petit peu pétés, d'accord, certes, mais qui sont juste des cailloux. De l'autre côté, on va pas non plus avoir beaucoup de cartes qui sont extrêmement puissantes. Non, bon. Et le -5, alors je veux bien, le blanc-noir c'est quand même la combinaison de couleurs dans laquelle il y a le plus d'exil possible, mais même sans Kaya, hein, tout simplement. Et ben, ok, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire perdre des points de vie comme ça à un joueur? Et puis s'il faut exiler beaucoup de cartes pour que l'ulti soit réellement efficace, non, je suis vraiment pas hypé pour ça, et je vous avoue, à moins que vous trouviez vraiment une idée autour de Kaya, pour moi, c'est une perte de temps. Bon, on va parler d'une autre carte que Kaya nous a apportée, c'est la colère de Kaya, un rituel qui coûte 2 blancs et 2 noirs. Vous détruisez toutes les créatures, et vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôliez qui ont été détruites de cette manière. Donc, j'aime beaucoup, c'est tout simplement une Vrasse pour 4, hein, classique. Bon alors certes en double blanc, double noir, bon voilà.
mais avec cette petite cette petite compensation, pardon, qui tout simplement, ben, vous avez détruit des créatures à vous, bah écoutez, c'est pas grave, on vous fait gagner des points de vie. Ça ressemble un petit peu à fumigation aussi, mais fumigation coûte 5. Certes, c'est du mono blanc aussi, donc c'est un peu plus ouvert. Donc voilà, les deux se valent d'une certaine façon. Alors j'ai une mythique pour vous, une grosse guivre de Grul, la guivre dévastatrice qui coûte 6, dont un rouge et 2 verts. Elle est 4-5 et elle a l'émeute. Donc voilà, elle peut devenir 5-6 ou alors avoir la célérité. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez jusqu'à l'un. Donc soit elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, soit vous détruisez un terrain ciblé avec une capacité activée qui n'est pas une capacité de mana. Donc, alors, sachant que vous choisissez jusqu'à l'un, c'est-à-dire si vous voulez pas faire l'un ni l'autre, ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire, ben vous ne faites aucun des deux. J'aime beaucoup le fait qu'elle a un point de plus en endurance qu'en force, ce qui rend du coup le côté se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas plus intéressant. Parce que du coup vous pouvez très bien abattre une 5-5 et survivre puisque vous avez une 5-6 avec l'émeute. Donc voilà. Le détruisez un terrain ciblé avec une capacité activée qui n'est pas une capacité de mana, j'aime aussi beaucoup. Donc écoutez, hein, je pense que c'est assez flexible pour être intéressant en commandeur et assez bourrin pour avoir sa place dans n'importe quel deck de gros bourrin. Un enchantement Grul, cette fois-ci, le rythme de la forêt qui coûte 3 dont un rouge et un vert, qui fait en sorte que les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés, ça c'est dit, et en plus les créatures non jetons que vous contrôlez ont l'émeute. Alors là du coup si vous voulez jouer ultra agressif, faites-vous plaisir. Je veux dire rythme de la forêt, vous pouvez jouer les elfes à mana derrière qui peuvent refaire du mana, etc. Les sorts ne peuvent pas être contrecarrés, enfin... Honnêtement, je l'aime beaucoup, je pense que ça vaut la peine de vraiment l'intégrer dans vos decks rouge-vert. Agressif, bien sûr, si vous jouez autre chose, laissez-le tranquille. Un autre enchantement, oui il y en a beaucoup, je vous avais prévenu, il y en a beaucoup. C'est l'ascendance simique, pour un vert et un bleu. Alors, première capacité, activée, pour un générique, un vert et un bleu, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. A chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur une créature que vous contrôlez, vous mettez autant de marqueurs croissants sur l'ascendance simique. Et au début de votre entretien, si l'ascendance simique a au moins 20 marqueurs croissance sur elle, vous gagnez la partie. Donc c'est une condition alternative de win, et je vous avoue que je le sens très bien. Dans les decks marqueurs +1/+1, ça peut vraiment être très fort. Parce que il y a des fois, par exemple, Ezuri, lui, met plusieurs marqueurs d'un coup. Donc autant vous dire que il y a vraiment moyen que ça fonctionne. Plus derrière, il y a des cartes qui gagnent les marqueurs toutes seules, il y a des cartes qui font en sorte que les créatures avec des marqueurs arrivent avec des marqueurs sur elles. Je pense qu'il y a vraiment moyen de tourner autour de cette ascendance simique comme condition alternative de win. Et puis en plus c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu que les marqueurs +1/+1, voilà, c'était juste on fait des grosses bestioles et puis c'est tout. Là on a une condition de win alternative qui nous récompense un petit peu pour tout ce bordel. Autre enchantement, Rakdos celui-ci, le théâtre des horreurs, pour 3 dont un noir et un rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant votre tour, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, vous pouvez jouer les cartes exilées par le théâtre des horreurs. Et pour 4 dont un rouge, une petite capacité activée sympa, le théâtre des horreurs inflige une blessure à une cible, adversaire ou planeswalker. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que pourquoi? C'est des cartes qui sont exilées certes, mais qui sont mises de côté tant qu'on ne vous a pas détruit le théâtre des horreurs, pour pouvoir l'utiliser au moment où vous allez infliger des blessures. Donc, on apprécie beaucoup. De l'autre côté, cette petite capacité, la dernière, la capacité activée qui permet de faire une blessure à un adversaire ou à un planeswalker, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est encore une fois une carte qui va faire en sorte, comme l'ascendance simique et comme d'autres qu'on a vu auparavant, qui en fait a une capacité activée pour faire en sorte que les autres effets puissent se déclencher. Tout simplement. Donc, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est encore une fois une sorte de simili-pioche en Rakdos, ce qui est encore une fois extrêmement rare. Et plus derrière, un petit pinger à Planeswalker, comme ça, moi je suis content. Voilà. On continue avec un autre enchantement Rakdos. Oui, je vous promets, on va arriver au bout des enchantements à un moment. Le public captif, ou plutôt captivé, on devrait dire, qui coûte 7, dont un noir et un rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive sous le contrôle d'un adversaire de votre choix, déjà. Et au début de votre entretien, vous choisissez, enfin, au début de l'entretien de l'adversaire que vous avez choisi, il choisit du coup entre l'un qui n'a pas été choisi. Donc 3 choses. Soit votre total de points de vie devient 4. Soit défaussez-vous de votre main. Soit chaque adversaire crée 5 jetons de créatures 2 de noir zombie. Et je vous avoue que là en fait vous condamnez à mort un adversaire. Parce que 5 créatures, enfin 5 2-2 zombies pour tous ces adversaires, s'il y a 3 adversaires en face, ça fait quand même 32 patates sur le board. Il me semble que c'est plutôt agréable. Plus le fait que derrière, il y a un moment où le total de points de vie va devenir 4.
Voilà, c'est quand même aussi intéressant. Et la défausse de la main, bah, malheureusement, ça coupe quand même toutes les ressources que les adversaires pourraient... que l'adversaire en question pourrait utiliser. Donc, encore une fois, ça la fout plutôt mal. C'est vraiment, pour moi, un enchantement qui coûte cher, certes, mais qui met vraiment une marque de mort sur la tête de une épée de Damoclès, on devrait dire même, au-dessus de la tête du joueur que vous avez choisi. Un enchantement grûle, encore une fois, oui, il y en a encore. Pour un rouge et un vert, c'est Cendre Liane. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, il inflige une blessure à ce joueur. Et pour un, vous le sacrifiez, vous détruisez un artefact ou un enchantement ciblé, et il inflige 2 blessures au contrôleur de ce permanent. Je l'aime beaucoup parce que... beaucoup de choses en fait. Il me rappelle énormément les festivités destructrices de Theros, qui fonctionnaient pareil, c'était pour un rouge un vert, détruisez un artefact ou un enchantement ciblé, son contrôleur perd 2 points de vie, ok. Mais là en plus il y a ce petit côté, les adversaires qui jouent des sorts non créatures, boum, on le ping, on balance une petite pique dans la figure. Mais au bout d'un moment ça va faire quand même beaucoup, surtout s'il y a des joueurs qui jouent beaucoup autour des éphémères rituels, enfin des sorts non créatures on va dire de manière générale. Donc, écoutez, moi je pense que Cendroliane ça reste une carte vachement sympa pour emmerder les adversaires et avoir un petit peu de gestion d'artefacts et d'enchantements supplémentaires. On va passer à un éphémère cette fois-ci, Azorius, voilà. Mesure d'urgence qui coûte 7, dont un blanc et un bleu. Chaque joueur mélange sa main et son cimetière à sa bibliothèque et pioche ensuite cette carte. Vous exilez les mesures d'urgence pour éviter tout combo stupide. Non, c'est pas dit, mais c'est moi qui le dis. Et Addenda, si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 7. Donc d'abord vous remélangez tout et ensuite vous mettez une carte de permanent qui coûte 7 ou moins. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est le système de pouvoir remélanger la bibliothèque, le cimetière et la main, et de repiocher 7 derrière. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est recherché plutôt en commandeur. Là en plus c'est en blanc-bleu, donc bon ça change, généralement c'était en bleu tout court. Bon, c'est une petite restriction supplémentaire, et il y a ce petit coup d'addenda supplémentaire, mais surtout le fait d'avoir en éphémère, ça rend la chose encore plus intéressante, de manière à être réactif à ce qui se passe sur le champ de bataille aussi. Enfin, dans le tour des adversaires. Une carte de Simic, une créature, le Mystica Jabot, qui coûte 2 verts et 2 bleus. C'est une 3-2 flash, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez contrecarrer le sort ciblé. On avait tout simplement le serpent mystique qui faisait pareil, qui avait le flash, voilà, il coûtait juste un générique, un vert et 2 bleus. Et là en fait on a la même version mais juste avec un peu plus de couleurs et c'est une alternative, un supplément au serpent mystique. Encore en Simic on a une autre créature, la lézarène galopante, une 3-3 qui coûte 5 dont un vert et un bleu, qui a le piétinement, c'est une grenouille lézard, oui. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez retirer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 de créatures que vous contrôlez. Et si vous faites ainsi, mettez 2 fois ce nombre de marqueurs sur la lézarène galopante. J'aime beaucoup parce que c'est encore une fois une créature qui va beaucoup miser sur les marqueurs +1/+1, et sans être non plus ultra pété, c'est quand même une créature qui a déjà le piétinement, donc c'est déjà un petit truc à ne pas avoir à gérer, et en plus derrière qui double le nombre de marqueurs qu'elle a reçu en fait de la part des autres créatures. Donc, vendu. La seule commune que je vais aborder dans les cartes multicolores, c'est la spirale de croissance que vous connaissez peut-être déjà, qui coûte un vert et un bleu, c'est un éphémère. Vous piochez une carte et vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Et mais pourquoi est-ce que vous pouvez la connaître? Parce qu'en fait c'est une carte FNM qui va totalement être donnée à partir du mois de janvier ici. Donc, écoutez, voilà, c'est... Moi je trouve ça vraiment sympa, piocher puis ensuite pouvoir poser un terrain en éphémère. On avait déjà un rituel qui permettait de le faire, donc j'oublie le nom, excusez-moi, qui lui en fait faisait d'abord, vous permettait de jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, et vous faisiez ensuite piocher une carte. Autant vous dire que là on est sur la même logique tout simplement, et c'est toujours une bonne option d'avoir cette possibilité là, avec en plus du Simic qui aime bien ramper lui aussi. Un enchantement promis, c'est le dernier enchantement de la liste, c'est Alerte Rouge, ce qui est assez paradoxal parce que c'est une carte Azorius, oui. Elle coûte 3 dont un blanc et un bleu, et chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force. Donc c'est encore une fois basé pour les murs, surtout que les créatures que vous contrôlez peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Voilà, donc là c'est vraiment pour nous forcer à faire un deck mur, pourquoi pas dans le deck Arcades, qui est sorti dans M19. Bon voilà, il y a un petit peu, là il y a une petite technique pour essayer de rentrer une carte dans le brawl et de rentrer un archétype en plus. Donc voilà, pourquoi pas, j'aime bien la capacité en plus qui fait que vous pouvez dégager la créature ciblée, ça fait que voilà, même vos murs attaquants peuvent quand même bloquer derrière, et comme généralement ils ont des gros bodies, ça peut être intéressant pour le coup.
Et la dernière carte des cartes multicolores, c'est le Crassis Hydroïde, qui est une créature méduse, hydre et bête. Oui, c'est simique, puisque ça coûte X, un vert et un bleu. Il arrive, donc du coup c'est une 0-0 qui arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. Elle a le vol, le piétinement. Et quand vous lancez ce sort, vous gagnez la moitié de X points de vie, et vous piochez la moitié de X cartes arrondies à l'inférieur à chaque fois. Donc, si on doit faire un calcul rapide, vous payez 4 pour X, donc vous avez payé 6 pour avoir une 4-4 vol piétinement, ce qui est plutôt cool. Mais en plus, vous piochez 2 points, enfin vous gagnez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes. C'est rentable en soi, c'est vraiment rentable. À partir du moment où vous faites en sorte que le chiffre, enfin que X soit pair, je pense, ça sera plutôt rentable. Donc, moi le Secret 6, je l'aime beaucoup, surtout qu'en plus c'est au moment où vous le lancez que vous gagnez les points de vie et que vous piochez. C'est-à-dire que c'est une capacité qui va sur la pile au moment où vous les lancez. Donc du coup, à moins que l'adversaire puisse contrecarrer une capacité, voilà, vous pourrez quand même piocher et gagner des points de vie. On va passer au sort, aux cartes doubles en fait, tout simplement. Vous vous souvenez ces fameuses cartes sur lesquelles il y a 2 petites cartes, vous pouvez jouer soit l'une soit l'autre. Donc là on a encore une fois le même système pour cette édition de l'Allégeance de Ravnica. Et j'ai quelques cartes à vous conseiller dedans. On a tout d'abord Consacré et Consumé, donc qui est la carte Unco de Orzhov. Consacré étant un éphémère qui coûte 1 et un mana hybride blanc-noir. Vous exilez une carte ciblée depuis un cimetière, vous piochez une carte. Bon, c'est cool, voilà, bon, anti-cimetière s'il y a besoin. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est Consumer, un rituel qui coûte 4, dont un blanc et un noir. Le joueur ciblé sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. J'aime beaucoup, voilà, c'est simple, ça passe au-delà de la défense talismanique et de l'indestructible, donc pourquoi pas. En plus ça vous fait gagner des points de vie derrière, donc voilà, une petite option sur du removal plutôt cool. On a la carte Unco des Simiques, Incubation et Incongruité. Oui, Incongruité, tout à fait. Incubation, pardon, étant un rituel qui coûte un vert ou un bleu, donc un mana hybride, donc du coup Simique. Regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main, le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc voilà, plutôt cool, ça permet d'aller chercher des créatures, de fouiller un petit peu la bibliothèque. Incongruité étant un éphémère qui coûte 3, dont un vert et un bleu. Exiler la créature ciblée, le contrôleur de cette créature crée une 3-3 verte, grenouille et lézard. Donc, alors j'aime beaucoup cette petite option de pouvoir détruire une créature et de la remplacer par quelque chose de beaucoup moins chiant, une 3-3, voilà, ça sera gérable. Donc bon, j'aime beaucoup, il y a d'autres cartes qui existent dans le même genre, donc voilà, Incongruité, je l'ai mis dans ma liste aussi. Parlons de la rare des Orzhov, Revif et Rétorsion. Revif étant un rituel qui coûte 2 mana hybride blanc-noir. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3, plutôt cool, de la réanimation qui coûte pas trop cher, sympa. Rétorsion, un rituel qui coûte 6 dont un blanc et un noir, doublez votre total de points de vie, l'adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Alors certes, ça ne touche qu'un seul adversaire, mais ça double aussi vos points de vie, donc j'aime bien le fait de pouvoir un petit peu enfoncer un adversaire, éventuellement, ou de le rabaisser, hein, parce que si jamais il a gagné beaucoup de points de vie, vous pouvez le rabaisser, et vous aussi d'en gagner beaucoup. Je veux dire, même si vous avez 25 points de vie, vous remontez à 50 d'un coup. Pour 6 mana, je trouve ça assez intéressant. Ça vous redonne un petit peu de gaz et ça en fait surtout perdre en fait un adversaire. On a la rare des Grules, Brisé et Bravé. Brisé étant un éphémère qui coûte 2 hybrides rouge-vert. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée ou à un planeswalker ciblé que vous ne contrôlez pas. J'aime beaucoup le fait que ce soit en éphémère d'un côté, et en plus de l'autre côté que ça soit également ciblable pour les planeswalkers. Ce qui est très rare, très rare pour pas dire unique. Donc pour le coup je trouve que c'est une petite flexibilité sympa dans les decks qui veulent jouer agressif, et qui peuvent du coup se débarrasser des planeswalkers avant même, enfin sans avoir besoin d'une phase de combat. Et Braver, un rituel qui coûte 4 dont un rouge et un vert. Créer un jeton de créature, 4-4, rouge-vert, bête avec le piétinement. Donc ça voilà, c'est plus anecdotique. Honnêtement, le brisé m'intéressait plus, même s'il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est plutôt sympa. Et la rare des Azorius, c'est Procuration et Protègement. Procuration étant un éphémère qui coûte 2 mana hybride blanc-bleu. Mettez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. J'adore. Vous enlevez une créature, et en plus derrière, vous faites sauter une phase de pioche en fait à votre adversaire. Plutôt cool. Et Protègement, un rituel qui coûte 5, dont un blanc et un bleu. Créer un jeton 4-4 blanc, bleu, sphinx avec le vol et la vigilance. Donc bon, plutôt cool, mais voilà, rien de transcendant. Pour le coup, c'est Procuration qui m'intéresse un petit peu plus.
Pas beaucoup d'artefacts dans cette édition qui sont intéressants, j'en ai 2 en fait à vous lister, qui sont tous les 2 liés au pacte des guildes, le fameux. Et pour le coup, on va en parler assez rapidement, le vitrail du pacte des guildes qui coûte 2, les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent +1/+1. Voilà, si vous jouez avec beaucoup de créatures multicolores, j'insiste, ça va être très spécifique quand même comme type de deck, vous pouvez la jouer très facilement. Et le grimoire du pacte des guildes qui coûte 5, donc un autre artefact, à chaque fois que vous lancez un sort de multicolore, piochez une carte, et il ajoute en plus, en s'engageant, un mana de la couleur de votre choix. Alors, j'aime bien le grimoire du pacte des guildes, mais il faut vraiment être très coloré, et très multicolore surtout, pour faire en sorte qu'il soit rentable, parce que si vous n'avez pas trop l'occasion de piocher avec, vous allez quand même payer 5 mana pour un caillou qui fait n'importe quelle couleur. Je veux dire, je vous rappelle qu'il y a des cailloux qui coûtent 3 et qui font pareil. Donc c'est peut-être pas forcément le plus rentable, et surtout que les cailloux qui coûtent 3 sont peut-être un petit peu moins rares aussi. Donc, écoutez, je vous les conseille si vous avez vraiment un deck qui se base beaucoup sur les créatures multicolores, mais voilà, ne les mettez pas non plus dans tous vos decks. Au niveau des terrains, j'ai rien à dire en fait, on a essentiellement les Shocklands qui sont de retour, les Ravelands, ceux dont on avait parlé dans la précédente édition, et c'est la suite tout simplement qui correspond aux différentes couleurs de guildes. Donc écoutez, je pense que là on attend un petit peu de voir comment ça va se passer, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait sur cette édition. On a vraiment pas mal de cartes qui sont intéressantes, beaucoup d'enchantements mine de rien, si je re-regarde la liste, on a énormément d'enchantements qui sont sur cette liste, et qui valent le détour. Bah écoutez, en même temps, voilà, je pense que Gruul n'est pas forcément une guilde qui s'intègre énormément aux commandeurs, disons que les cartes sont assez quelconques, très agressives, donc du coup on attend vraiment qu'il y en ait certaines qui sortent du lot, et du coup bah, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner déjà au niveau des nouveaux commandants, et de comment ça va s'intégrer dans les decks déjà existants. Voilà, si jamais j'ai dit de la merde, selon vous, si jamais voilà, j'aurais pu parler d'autres choses, que j'ai oublié des cartes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours l'endroit privilégié pour qu'on puisse discuter. Vous pouvez également liker la vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, n'hésitez pas à la partager la vidéo, parce que c'est très important sur YouTube, tout ça. Le fonctionnement fait que si une vidéo est partagée, aimée, que voilà, il y a des commentaires dessus, elle sera plus mise en avant que si c'est une vidéo où il se passe rien dessus. Voilà. Même s'il y a des vues. Donc voilà, c'est mon retour sur la légende de Ravnica. Si vous avez des commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez aller suivre Geoffrey Palmer, celui qui a fait l'animation de cartes dans l'introduction de la vidéo, sur Twitter, @livingcardsmtg, MTG en français. Vous pouvez aussi nous suivre, nous, la tour de commandement sur Twitter, c'est très important parce que j'aimerais bien balancer plus de news là-bas, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai peur que ça tombe un peu dans l'oreille d'un sourd. Sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. Et également notre adresse mail si jamais vous voulez proposer des decks par exemple et en parler un petit peu pour le deck mentor ou des idées de deck pour le deck tech, n'hésitez pas, l'adresse mail c'est tout simplement tourdecommandement@gmail.com, et vous pouvez me retrouver moi Erunim aussi sur Twitter @erunimfr. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire tout simplement, écoutez, préparez-vous pour l'allégeance de Ravnica, et puis j'espère vous revoir la prochaine fois. A la prochaine, salut à tous!